Le racisme n'est pas une opinion, le racisme c'est un délit. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu assez de racisme dans le monde avec le hitlérisme? Pas encore assez. Ce genre de comportement d'incitation à la haine et à la discrimination raciale pourra être désormais puni. Le racisme il a continué malheureusement évidemment après la loi Moreau. Recevoir des sales négresses dans ton pays, en fait c'est pas drôle quoi. Malheureusement encore aujourd'hui il y a des expressions de racisme, elles changent de forme, elles changent de modalité d'expression et donc on doit continuer à les combattre. 6 mois de prison, dont 15 jours ferme pour celui qui a proféré des propos racistes. Le racisme, il pourrit la vie de tous les jours de beaucoup de concitoyens. C'est un vrai débat continu, c'est pour ça qu'on a voulu continuer à en combattre dans ces webinaires, dans ces séminaires à distance, pour parler de l'histoire de cette condamnation du délit raciste, pour parler de son actualité aujourd'hui, pour parler de la décolonisation des esprits, de la décolonisation aussi du vocabulaire, et faire en sorte qu'à travers tout ça, on lutte contre le racisme, mais aussi contre ses racines les plus profondes. C'est une loi qui a pu être mise sur pied parce qu'il y a eu un attentat à Anvers à l'époque, qui a remis le débat sur la table. C'est une loi qui était dans les cartons depuis un certain temps de mon papa et il a pu à ce moment-là obtenir la majorité pour la voter. C'était pas un acte évident du tout. Encore aujourd'hui, le racisme malheureusement, tout le monde ne reconnaît pas cette loi, tout le monde ne reconnaît pas que c'est un délit alors même que c'est écrit dans la loi. Malheureusement, le racisme ne disparaît jamais. L'expression publique du racisme est aujourd'hui plus difficile grâce à des lois comme la loi Moreau qui rappellent que le racisme n'est pas une opinion, le racisme c'est un délit. Et donc ça doit être puni. Donc c'est vrai qu'il y a moins d'expressions racistes dans l'opinion publique, dans le débat public. Mais par contre, les discriminations à l'embauche, les discriminations pour l'octroi d'un logement et ce genre de choses, ça reste des réalités du quotidien et qu'il faut continuer à combattre. Elle est plus qu'actuelle au quotidien. On voit bien que la discrimination continue sur base de l'identité, que ce soit la couleur, la religion. Ça peut être n'importe quel élément de l'identité qui donne lieu à une discrimination. Et là, eh bien, il y a lieu de s'organiser, il y a lieu de déposer plainte, il y a lieu d'aller plus loin. On doit être acteur et on doit l'utiliser, cette loi. Que la loi contre le racisme soit portée par un socialiste, c'est pas un hasard, évidemment, puisque tous les combats contre le racisme, contre les discriminations, pour l'intégration des personnes d'origine étrangère, ont toujours été portés par les socialistes. Depuis les droits syndicaux, jusqu'au droit de vote pour les étrangers, en passant par la loi Moreau, en passant par la mise en place du Centre pour l'égalité des chances, de la lutte contre les discriminations, etc. C'est des combats que les socialistes ont toujours portés. Sous le coup de cette loi tombent toutes les discriminations qui ont trait à des phénomènes d'identité. Et donc, on peut avoir la lutte contre l'antisémitisme grâce à cette loi. On peut avoir aujourd'hui la lutte contre l'islamophobie grâce à cette loi. Et on peut avoir aussi la lutte contre les injustices faites aux LGBTQI+. Tout ça rentre sous le coup de la loi Moreau. Il faut porter plainte. Il faut porter plainte, il faut que ce soit porté sur la scène publique, il faut qu'on sache exactement ce qui se passe, parce que c'est en sachant exactement ce qui se passe qu'on peut lutter le mieux contre. Donc oui, aujourd'hui, c'est toujours un combat d'actualité, c'est toujours un combat de résistance, et c'est toujours un combat malheureusement nécessaire. Les réseaux sociaux, c'est aussi un endroit où il faut faire régner la loi Moreau, la loi contre le racisme. Le grand problème, évidemment, c'est l'anonymat, c'est le déchaînement de ceux qui se cachent derrière un pseudonyme pour déferler toute leur haine et cracher tout leur venin, mais il faut continuer à rappeler que le racisme est un délit et qu'il faudra le combattre. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour cette deuxième session des Jeudis de l'IEV consacrée aux discriminations, au racisme dans le cadre de cet anniversaire de la loi Moreau. Alors, je voudrais d'abord vous remercier d'être présents, de nous suivre malgré ce temps qui appelle aux terrasses. Je voudrais aussi me présenter un peu. Je m'appelle Joëlle Capompolé, je suis députée au Parlement de Wallonie et j'aimerais excuser Monsieur Elikia Mbokolo qui ne peut pas nous rejoindre ce soir, qui est souffrant et j'aimerais vraiment lui adresser un petit coucou et le remercier de toute façon pour le travail qu'il réalise dans ce domaine. Alors je vais saluer évidemment les personnes avec qui je vais débattre ce soir, avec qui nous allons discuter. Tout d'abord, Madame Aurélie Muloa. Aurélie Muloa, elle est une militante active dans le cadre du féminisme, de l'antiracisme évidemment, et c'est aussi la fondatrice de Belgian Entrepreneur. Bonsoir Aurélie. Bonsoir, merci pour cette présentation.
Et ensuite, Monsieur Hassan Jarfi. Alors, Monsieur Jarfi est le papa d'Hissane Jarfi, disparu à cause de l'intolérance. Il a d'ailleurs fondé la fondation Hissane Jarfi pour poursuivre le combat par rapport à son fils. Bonsoir, Monsieur Jarfi. Bonsoir et merci pour votre invitation. Avec plaisir. Alors, vous savez, lors de cette première rencontre, Patrick Charlier a évoqué évidemment la question du racisme aujourd'hui, en mettant en évidence qu'on était sans doute toutes et tous quelque part aussi victimes de préjugés, mais aussi que nous avions nous-mêmes des préjugés, que quelque part c'était important de se positionner et de faire œuvre commune, œuvre collective par rapport à ça. Donc voilà, j'avais envie de vous le signaler, peut-être avoir un petit retour par rapport à ça. Qu'en pensez-vous, si ça vous inspire? Hassan? Bien sûr, l'être humain, quel qu'il soit, a toujours été en quête de son identité. Et au cours de sa recherche, il n'arrête pas de rencontrer des embûches et des obstacles. Et ces obstacles ne sont que le fruit de l'éducation qu'il a reçue. À chaque fois qu'il réalise qu'il est attiré par une attitude ou un comportement, il entend la voix des anciens et des parents lui disent « Attention, tu ne peux pas dépasser la ligne rouge ». Il doit faire une lutte sur lui-même et revenir. Alors que, normalement, une identité ne peut être découverte que par le fruit d'une libération et d'une émancipation. Merci, merci beaucoup. Aurélie? Oui, j'ai bien aimé quand Monsieur Jarfi a dit qu'on était le fruit de l'éducation, et c'est sûr qu'on est le fruit d'une éducation, on est le fruit d'une société, et que si on veut la faire changer, si on veut vraiment être un acteur de dynamiques qui sont actuellement, ou qui ont été, ou qui seront opérantes, c'est nécessaire de faire un travail sur soi-même avant tout. D'être critique envers qui on est, d'être critique par rapport à ce qu'on a pu recevoir. Et ça que j'aime bien le terme de déconstruction, de déconstruire, de décortiquer ce qui a été transmis et puis voir ce qui est à jeter, ce qui est à garder. Parfait, une excellente introduction, je trouve, pour lancer notre premier débat, en tout cas le premier thème, à savoir comment se manifeste le racisme aujourd'hui. Je propose de suivre cela en vidéo d'abord. C'est ça qu'il faut. Il faut qu'on s'éveille cette règle. Peu importe d'où on vient. C'est la seule chose, à tout jamais, qui pourra toujours nous unir. Alors pour démarrer cette partie, j'aimerais rappeler quand même que Ounia montre très bien dans son rapport qu'à l'heure actuelle, c'est tout de même concernant le racisme que le plus grand nombre de plaintes est déposé. Et donc je pense vraiment que c'est tout l'essentiel aussi du débat que nous avons aujourd'hui, parce que parfois certaines personnes nous disent « Oh, encore parler de racisme, pourquoi ?» Malheureusement, le racisme est toujours présent et donc c'est important de continuer à en discuter. Et je voulais évoquer avec vous deux la question des discriminations, évidemment, qui sont liées à cela, à savoir la discrimination au logement, à l'embauche, pour trouver des stages aussi parfois, la discrimination de manière générale dans sa vie, ce qu'on constate dans les médias. Aurélie, qu'est-ce que tu voudrais nous dire par rapport à cela ? Que tout est politique, déjà. Tout est politique. Certains plans, certains pans des questions raciales sont plus intimes. Mais clairement, en fait, il n'y a pas de secteurs qui sont épargnés là-dedans. Dès qu'il y a de l'humain, il y a des constructions sociales, il y a un héritage colonial, il y a des valeurs plus ou moins positives qui sont véhiculées. Et donc, effectivement, que ce soit dans la manière dont on est traité dans les hôpitaux, que ce soit dans une recherche de logement, et je peux vraiment témoigner de manière individuelle, enfin de manière qui m'est propre, que ce soit au niveau de l'éducation aussi. Effectivement, tu as parlé de représentation dans les médias. J'ai étudié la publicité, j'ai étudié les médias, et
ils ne sont pas toujours le reflet de ce qu'on vit en réalité. Et même quand ils veulent l'être, parfois on peut se rendre compte qu'il y a des problèmes parce que les gens ne sont pas toujours représentés, même au niveau des réflexions en fait, qui seront présentées, qui seront à l'origine de ce qui sera présenté à la population. Donc, oui, tout à fait, c'est dans absolument tous les domaines et c'est pour ça qu'il est intéressant, important, nécessaire, essentiel de s'interroger soi parce qu'on est porteur de tout ça et on est actif dans cette société-là. Donc, voilà, je vais laisser la parole à Hassan, parce qu'on ne m'avait dit pas Monsieur Jarfi. Oui, Hassan, par rapport à la discrimination au logement, à l'emploi, enfin, toutes ces formes de discrimination. D'abord, j'aimerais bien me positionner. J'ai trouvé une voie qui m'arrange personnellement, c'est de dire que les races n'existent pas. À partir du moment où on accepte l'existence des races, on pourrait, à ce moment-là, comprendre le racisme, puisque c'est une affaire de taxonomistes, des gens qui aiment bien de placer les gens dans des catégories, et cela les arrange de dire « cette personne appartient à telle ethnie » pour ne pas prononcer le mot « race ». Or, si on parle des races, on pourrait très bien penser à ce que Hitler avait fait par la mesure de caractéristiques morphologiques des personnes pour dire ils appartiennent à telle race ou non. Et contre cela, je m'oppose formellement. Moi, je sais que je m'appelle Hassan et que je suis riche de ma culture, de mon passé, mais je ne cherche pas spécifiquement à appartenir à une race ou à une autre. Et peut-être que si je fouille, que je fouille très très bien, je trouverai peut-être, si j'accepte la race, que j'appartiens peut-être à la race jaune ou à la race blanche, et qui sait, peut-être que je suis un flamand sans le savoir. Bref, non, c'est aberrant. On est ce qu'on est, on appartient à une ethnie, on vit dans un territoire selon des traditions et des coutumes, et il suffit de changer cet endroit-là pour être influencé par les us et les coutumes de l'endroit où on habite, tout simplement. Il suffit de voir que la menthe qui pousse au Maroc pousse en Belgique sans problème, et qu'il y a d'autres, les figues de Barbarie, etc. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. En ce qui concerne les discriminations, malheureusement, c'est une forme de violence. On ne peut pas trouver une autre définition. C'est une forme de violence. Je ne veux pas savoir pourquoi la personne discrimine les autres. Pourquoi est-ce que dans son comportement, il y a quelque chose qui fait que tout d'un coup, il y a une violence qui hérisse, on peut dire ça, qui hérisse, comme les hérissons qui sort ses aiguilles dans son attitude, dès qu'il entend que vous appartenez à une catégorie qui, selon lui, lui ferait peur. Quand j'étais étudiant ici, c'était en 1974-75, je suis allé à l'hôpital en dentisterie. Et le dentiste, le chef dentiste, était là, il dirigeait une panoplie d'étudiants en dentisterie, et j'avais dans ma bouche plein de pinces à linge, bref, des appareils qui m'empêchent de bouger les mâchoires. Et il s'est mis à côté de moi et il a commencé à m'insulter. Je ne savais pas lui répondre à cause de ce que j'avais dans la bouche, et c'était un drôle de sentiment que dans ma tête, tu as de la chance que je sois comme ça, mais sinon, je t'aurais fait quelque chose. Finalement, ils m'ont fait tellement de piqûres que j'étais pressé de partir et de quitter, mais en tout cas, je m'en rappellerai toute ma vie. Une deuxième fois, vous savez qu'à Liège, d'où je viens, la cité ardente, il y avait les bains de la Sauvenière. Et en tant qu'étudiant, on n'avait pas de douches dans les logements. Donc on devait aller une fois par semaine, 2 fois par semaine aux douches de la Sauvenière. Et j'arrivais là-bas avec mon sac et puis une voiture de police s'arrête brusquement. « Monsieur, ne bougez pas, tout le monde qui regarde, levez la main, levez la main. » Qu'est-ce qu'il arrive? Il dit rien à moi. Je lève la main, ils commencent à me fouiller, ils n'ont rien trouvé, ça va, vous pouvez partir. Mais je dis, qu'est-ce qu'ils peuvent être cons? Pourquoi tout ce cinéma-là? Ils auraient pu très bien me dire, monsieur, arrêtez-vous. On voudrait faire un contrôle d'identité, au lieu de faire tout ce cinéma-là avec leurs mitraillettes, etc. Bref, voilà un petit peu ce qui m'avait marqué en tant que personne. Puis, je me suis marié en 78 avec Nancy, qui est liégeoise et qui est blonde. Mais quand je marchais avec elle dans les marchés, je voyais que mes compatriotes, ils me regardaient avec un regard moqueur.
Et je disais, mais qu'est-ce qu'ils ont voilà. Et donc, il ne faut pas cibler une seule forme de racisme, de discrimination. Actuellement, les discriminations existent spécifiquement quand je pense aux demandeurs d'asile, quand ils obtiennent un statut ici. C'est-à-dire pendant la durée de l'analyse de leur dossier, ils sont toujours dans des centres provisoires. Et une fois qu'ils ont l'accord positif pour être reconnus comme réfugiés, ils obtiennent les droits de s'installer en Belgique. Allez-y les accompagner pour voir qui va leur donner un logement. Alors qu'ils ont un revenu, ils ont des enfants, alors qu'il y a des logements sociaux, et ça je sais que ça ne va pas faire plaisir à beaucoup de personnes, qui sont occupés par des grandes familles nombreuses qui l'étaient dans le passé et qui ne le sont plus aujourd'hui, où il n'y a plus que le père et la mère et qui gardent une maison sociale de 5-6 chambres, alors qu'il y a des familles qui sont nombreuses, qui dorment dans des studios. C'est insensé. Toute forme de discrimination, on pourrait s'étaler, on pourrait ne pas s'arrêter, mais malheureusement, ça existe encore. Merci. Aurélie, tu veux réagir? Oui, bien sûr. J'ai trouvé très intéressant, du coup, l'approche de M. Jarfi, qui n'est pas tout à fait la mienne, du coup, je préférerais clarifier. Et c'est ça qui est intéressant dans un débat, c'est d'avoir une pluralité d'opinions. Je rejoins tout à fait M. Jarfi Hassan, sur le fait que les races n'existent pas, les races biologiques n'existent pas. Il y a une race, c'est la race humaine, on est bien d'accord. Mais à mon sens, quand on parle de racisme, on parle vraiment de questions sociales, de classes, de groupes socioculturels. Et ce ne sont pas... en fait, le problème, je pense, ce n'est pas d'appartenir à un groupe, parce que clairement, je suis noire. Toute la société m'a renvoyé le fait que je sois noire. Il y a un jour où j'ai découvert que j'étais noire via des interactions qui ont été faites. Je me réveille pas le matin en me disant « je suis noire ». Ça a été au fur et à mesure des rencontres, des choses de la vie qui me sont arrivées. Le problème, c'est pas d'appartenir à un groupe, c'est l'assignation à ce groupe. C'est de dire que c'est ça et pas autrement. Que comme on est comme ça, on ne doit pas être autrement, qu'on ne doit pas fréquenter des gens qui ne sont pas de ce groupe, ou comme on est comme ça, on parle moins bien, que comme on est comme ça, on doit avoir moins d'opportunités. C'est ça le problème. C'est non seulement l'assignation à un groupe et puis une hiérarchisation. Le fait de dire que certains groupes valent mieux que d'autres. Et c'est des dynamiques qui après se délaite dans la société de manière très ponctuelle, qui prennent plusieurs exemples, comme ceux que vous avez évoqués là, les rapports avec certaines institutions, les rapports interpersonnels et donc la xénophobie. Le problème du racisme, du concept de racisme, c'est qu'il n'y a pas une seule définition qui soit communément admise et reconnue et validée. C'est une imbrication de plusieurs choses. Pour moi, on peut appartenir à un groupe, c'est pas mal. On peut être blanc, c'est pas mal. On peut être noir, c'est pas mal. On peut être une femme, on peut être un homme. Il n'y a rien de tout ça qui est mal. On peut être un homme blanc, cisgenre, aisé. C'est très bien, c'est très très bien. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est à partir de sa posture, on estime que d'autres sont moins bien que soi. Là, c'est un problème. Merci beaucoup pour ces précisions. Hassan? Ben oui, vous me posez un problème. Hein. Parce que mon papa, on l'appelait Assouki. Assouki en berbère, ça veut dire black. Alors, je suis black ou je ne suis pas black? Je pense qu'il y a un moment où il y a qui on décide d'être, et puis il y a ce que la société nous renvoie. Moi, je ne suis pas là pour décider qui est quoi. Je ne suis pas là pour donner des points ou pas. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans ces questions-là, c'est que c'est de l'humain, en fait. Il n'y a pas une bonne réponse. Donc, j'ai raison. Et je vous ai rejoint en disant qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Ben oui, merci. Parce que c'est vrai, on doit assumer son appartenance. On doit la revendiquer. Revendiquer, pas particulièrement. Mais en tout cas, je pense qu'il ne doit pas y avoir de rapport ni de domination, ni de discrimination. Enfin, c'est ça, en fait. On peut être qui on est sans devoir dévaloriser celui qui est en face. Merci Aurélie. C'est bien. Parce qu'à partir du moment où on vous empêche d'être ce que vous êtes, vous devez revendiquer votre identité pour l'imposer à ce moment-là. Si on vous empêche d'être ce que vous êtes, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas accepter et baisser la tête. Non. Vous devez militer et lutter pour dire, écoutez, je suis comme ça, et puis si ça ne vous plaît pas, Personnellement, j'ai fait le choix de le revendiquer, mais je peux très bien entendre que certains, en tout cas, décident d'avoir une posture qui soit autre. Je pense qu'il n'y a pas de devoir, il n'y a pas d'obligation, mais comme je dis, c'est de l'humain, du coup,
Merci beaucoup, en tout cas, très très intéressant votre échange, dans le respect en plus. Je voudrais revenir sur la question aussi des termes utilisés. C'est vrai, tu évoquais le fait qu'il y avait différents types de racisme. C'est pas toujours évident de comprendre c'est quoi le racisme systémique, le racisme institutionnel, le racisme d'État. À certains endroits, on parlera d'ailleurs plus de racisme d'État ou institutionnel. Je pense par exemple à la France. Je sais que d'autres endroits du monde, on parlera plus facilement de racisme systémique. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à ces formes de racisme, c'est qu'elles sont parfois pernicieuses. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de dire que tout un pays est raciste ou qu'une institution est raciste, mais c'est expliquer qu'au sein même de ce système, il y a malgré tout des situations de discrimination qu'on n'arrive pas à changer. Je m'explique, je constate que dans certaines institutions, par exemple les universités ou les hautes écoles, il n'y a pas beaucoup de personnes racisées dans les organigrammes, ou en tout cas au plus haut niveau. Et donc je trouve vraiment que ça c'est important de pouvoir le mettre sur le débat, dans le débat public aussi, et je voulais avoir votre avis sur la question. Je vais démarrer par Hassan. Madame Joël, on voit bien que vous êtes parlementaire. En ce qui concerne le langage, le discours, si on doit commencer par une lutte contre les discriminations, ça commence par la libération de notre vocabulaire, de ces termes, de ces lexiques qui ont une connotation chargée et lourde de sens, de haine. Il suffit de dire à quelqu'un un mot tel que PD pour que cela entraîne toute une série de réactions autour. Maintenant, par rapport à l'organigramme que vous avez cité, vous savez, vous êtes mieux placé probablement pour le dire, mais est-ce à dire que les étrangers sont moins intelligents que les autres ? Je crois que pourquoi pas ne pas commencer à faire des statistiques et dire tiens, comment est-ce que tu as pu avoir la place de vice-président parce que ton père était président ou des choses comme ça. Enfin, bref, c'est encore de la politique et je ne voudrais pas m'immiscer là-dessus. Il y avait un journal il y a quelques années déjà, qui avait relaté un événement d'une lutte, enfin d'une bagarre entre une famille turque et une famille belge. Et alors, quand il prononçait le nom de la famille belge, des personnes, il disait monsieur, madame. Et quand il prononçait le prénom de la famille turque, il prononçait le prénom directement. Et ça blesse. Pourquoi? Parce qu'on utilise monsieur et madame pour les autres et non pas pour les étrangers. Ça commence aussi par ça, parce que la langue, c'est un mot. Un mot, c'est une idée. Et une idée, c'est une action. Donc, il faudrait assumer le fait de devoir purifier son langage de tout le vocabulaire qui sont à connotation discriminatoire. Merci. Aurélie, peut-être des choses à ajouter par rapport à ces notions de racisme systémique Oui. Déjà, je voudrais, comme ça, on part sur un pied, enfin pas un pied d'égalité, mais sur des concepts qui sont clairs. Dans mon sens, le racisme, vraiment, je tiens à dire que c'est principalement des choses qui font système, qui sont généralisées, qui sont globalisées. C'est pas uniquement interpersonnel, c'est pas uniquement dire sale noire ou que sais-je. Là, on est dans de la xénophobie, donc je pense que c'est aussi bien d'avoir des notions qui soient un peu différentes, enfin qui permettent de scinder les choses. Donc le racisme, c'est vraiment un système de domination, en fait, un système qui dépasse interpersonnel et qui s'inscrit dans un continuum historique, du coup qui est chargé de son histoire. Et qui du coup fonctionne aussi avec des mécanismes. Il y a un concept que j'aime beaucoup mobiliser parce que je pense que c'est très parlant et qui montre à quel point en fait, sans vouloir être raciste, on peut avoir des actions qui sont racistes. C'est notamment le terme d'épistémicide.
Épistémé, c'est les sciences, cide, c'est tuer, et c'est le fait de tuer des sciences qu'on considérait comme alternatives, de déconsidérer des savoirs. Et donc, par exemple, quand on fait des travaux universitaires, on va regarder quasiment exclusivement des sources qui viennent de France, des États-Unis, d'Angleterre, d'Italie, d'Allemagne, mais on ne va pas se dire que peut-être que des savoirs ont été mobilisés en Inde, au Kenya ou au Pérou sur des questions similaires, et qu'elles pourraient tout aussi en fait faire autorité que ceux qui sont développés ici. Et en fait, mine de rien, c'est une sorte de déconsidération de ces savoirs-là, de dépréciation quelque part presque, juste dans le fait de ne pas les voir. Quand on parle par exemple en termes de décoration de mode ethnique, alors la mode ethnique, ça part du Maghreb jusqu'en Afrique du Sud, en passant par le Pérou, en allant vers... Enfin, la mode ethnique, c'est partout et nulle part en même temps, tandis que pour certains, on va parler de mode industrielle, scandinave. Et donc, dès que c'est quelque chose qui est un peu plus occidentalisé, alors là, on va être dans la spécificité. Et le racisme, c'est aussi ça, en fait. C'est de voir certains groupes, certaines cultures comme des blocs monolithiques qui sont mises de côté. Et alors ça, c'est peut-être pas micro, mais ayant du micro, mais d'un point de vue beaucoup plus macro, il suffit aussi de voir les institutions politiques, en fait. L'ONU, avec ses sièges permanents, l'OMS, qui dirige, qui donne les directions. Donc voilà, tout ça, en fait, ça participe à un système de déconsidération de certaines cultures par rapport à d'autres. Tout à fait. Je voudrais revenir peut-être sur l'aspect vocabulaire parce que ça m'interpelle pas mal. Pour revenir sur un terme qu'on utilise mais qu'on ne comprend pas toujours, c'est le terme intersectionnalité. Alors pourquoi est-ce important de parler d'intersectionnalité selon toi ? Alors l'intersectionnalité, c'est un terme qui me meut au quotidien parce que vraiment j'estime le vivre de manière très très forte. L'intersectionnalité, c'est un concept qui a été développé donc par Kimberlé Crenshaw et qui induit le fait qu'une personne peut être traversée par différents types de discrimination et qu'au final, parfois on sort des formes de discrimination qui sont particulières. Donc on peut être une femme, on vivra une discrimination, on peut être une femme noire, donc on vivra de la misogynie et du racisme. Une femme noire musulmane, une femme noire musulmane porteuse de handicap, et donc on aura du validisme, de l'islamophobie. Et en fait, on ne peut pas séparer en fait deux oppressions ou deux discriminations et se dire je me concentre uniquement sur ça, ou bien je ne suis pas noire aujourd'hui, je ne suis pas handicapée, je ne suis pas musulmane, je suis uniquement femme. Et j'ai un exemple très concret de ça. Le 30 juin, c'est la fête d'indépendance de la RDC. Je suis d'origine congolaise et je suis aussi militante féministe. J'ai été là une fois à une AG d'un collectif féministe qui avait lieu le 30 juin. Et en même temps, il y avait des célébrations qui avaient lieu un peu plus loin. Et du coup, je me suis dit, je vais couper la poire en deux. Je vais arriver le matin, je vais écouter le démarrage. Au moment des travails de groupe, je vais quand même m'excuser poliment, je vais aller suivre ces conférences-là qui, pour moi, sont hyper importantes. Et je reviendrai pour les conclusions, histoire d'avoir de catch-up un peu ce qui s'est dit. Et au moment où je suis partie, il y a une demoiselle qui me dit, mais où est-ce que tu vas? Et je lui dis, il y a des célébrations pour... Elle me dit, super alors, on allumera une bougie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle voudrait que je fasse en fait? Que je mette au placard mon identité congolaise alors que c'est une date qui est tellement importante pour le pays dont je suis originaire, et pour la Belgique aussi. Hein. Enfin, c'est quand même, c'est pas qu'une histoire de Congolais, hein. On était quand même une colonie belge. Hein. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose de général qui doit se faire. Et donc voilà, c'est ça en fait, c'est de se dire je peux pas être uniquement l'un, uniquement l'autre. Même si j'essaye en fait, au final, mon identité elle est là. C'est pour ça que je continue à dire qu'il y a qu'une seule race biologique et que dans cette grande galaxie d'humains, et en fait, il y a des spécificités et c'est important de mobiliser le concept d'intersectionnalité pour répondre à des questions spécifiques en fait. L'accès au monde du travail n'est pas le même pour des personnes, des femmes, partons du groupe des femmes, pour les femmes blanches que pour des femmes qui sont d'autres origines. On ne fait pas face au même type d'obstacles, par exemple, et c'est important de les déconstruire de manière spécifique. Si on n'est pas spécifique, au final, il y a des choses qui se perdent. Hassan, par rapport à cette question d'intersectionnalité? Pour moi, elle fait référence à l'identité. Je ne parle pas de l'identité administrative, je parle de l'identité culturelle, puisque si je prends mon cas, je suis donc un homme d'origine marocaine, de Casablanca, de père berbère, de mère arabe, nationalité belge,
j'ai été professeur. Et alors, tout ce que je viens de vous citer, je peux très bien le partager avec d'autres personnes, évidemment, puisqu'on se retrouve. Mais à partir du moment où chaque terme que je viens de vous évoquer fait partie d'une attaque ou d'une agression, là, ça fait un petit peu rappeler l'intersectionnalité. C'est-à-dire que Issane, par exemple, il avait été tué par des personnes belges qui n'ont rien à voir avec l'islam ni quoi que ce soit. Eh bien, ils l'ont tué parce qu'il était homosexuel. Pour eux, il était homosexuel, donc ils devaient le tuer, mais pour moi, c'est de la pure violence, rien d'autre. Et parmi eux, il y avait un musulman. Il a dit, un musulman ne peut pas être pédé, il ne peut pas prononcer les paroles de Dieu, et il a donné des coups lui aussi. Plus que les autres, il lui a dit, tu ne peux pas prier, il a donné aussi des coups. Donc, d'origine marocaine, hein, puisqu'il s'appelle Ihsan, d'accord, musulman, homosexuel, ben, il a réuni plusieurs facteurs, malheureusement, qui ont fait que les personnes violentes n'ont eu aucune difficulté à se servir pour exprimer leur violence. Et c'est pour cela que... mais voilà, c'est parce que je suis contre l'idée de la catégorisation des personnes et le fait de donner raison à ces personnes qui disent, je prends encore le cas, un cas que je connais très très bien, je ne vais pas citer, un garçon qui s'appelle Mohamed. Mohamed. Il a fait la connaissance de son futur patron, qui lui était très tolérant, un homme normal. Alors, vu les compétences de Mohamed, il lui a donné la direction de son entreprise. Mohamed dirige l'entreprise. Le patron rencontre une jolie dame. Mais cette jolie dame, elle a une phobie contre les Mohamed. Alors elle se dit, ben, Mohamed ne peut pas être directeur d'une entreprise. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit, ben voilà, tu vas prendre le Clark, tu vas travailler dans l'entrepôt. Elle dit, madame, moi je ne suis pas engagé pour conduire le Clark, je suis engagé pour diriger l'administration. Ben non, vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Et Mohamed a dû démissionner. C'est vrai ce que je vous dis. C'est vrai, c'est une réalité. Elle vient de se passer il n'y a pas longtemps. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui souffrent encore de ce phénomène qu'on appelle les discriminations parce qu'il s'appelle Mohamed. Et Mohamed, si vous le voyez, c'est un garçon belge comme tout le monde, hein, mais c'est parce qu'il porte le nom de Mohamed. Deuxième chose, si vous partez en Israël, j'ai envie de partir en Israël pour visiter ce pays-là. Mais j'ai peur de l'interrogatoire à la frontière. Parce que dès qu'on va voir que vous êtes d'origine arabe, ben, l'enquête va durer 6 heures, 7 heures, 8 heures, et vous ne savez pas quand est-ce que ce sera fini. Donc ce ne sera plus des vacances, et c'est pour cela que je renonce à ce genre de choses. Pour vous rejoindre, les personnes qui cherchent à discriminer les autres, ils peuvent faire flèche de tout bois et attaquer qui ils souhaitent. Merci. Avant de, enfin en tout cas pour clôturer peut-être cette première partie du débat, j'ai envie de vous poser une question, l'une des questions qu'on a reçues. Est-ce que pour vous, en fait, est-ce qu'il y a plus ou moins de racisme qu'avant, Aurélie? Je pense que le racisme est plus entendu que certains qui n'avaient peut-être pas les portes ouvertes pour pouvoir exprimer certaines choses les ont actuellement, ou du moins les ont créées. Je pense que maintenant il est plus possible d'ignorer certaines choses, là où avant on pouvait un peu les balayer sous le tapis. Est-ce qu'on peut dire merci aux réseaux sociaux? Je ne sais pas, parce que ce sont aussi véhicules de certaines idées nauséabondes. Est-ce qu'il y en a plus? Je pense qu'ils prennent aussi des formes différentes. Moi je parlais que pour ce que je connais. Du coup, faire une comparaison avec le passé... Je pense que le racisme en tant que tel, si on le voit vraiment comme un système de dépréciation de la culture de l'autre, il est toujours là. Il est toujours là. Il prend des formes néocolonialisme, néo ce qu'on veut. Mais en tout cas, je n'essaierai pas de graduer les choses parce que déjà un peu, c'est un peu trop. Hassan, plus ou moins de racisme qu'avant? Vous savez, je n'ai pas des tableaux de bord avec des ratios pour mesurer, ça monte, ça descend. Mais ce que je sais, c'est que la lutte contre le racisme est de plus en plus présente sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai lu sur un quotidien belge, je ne vais pas le citer, pour montrer qu'à Verviers, la Maison Arc-en-Ciel vient de demander la création d'un refuge pour les personnes qui sont sans abri à cause de leur orientation sexuelle. C'est aujourd'hui, c'est tout chaud, ça vient de sortir. Donc pour moi, avant, on ne pouvait pas parler de ce genre de choses. Déjà, un arabe, marocain, professeur de religion islamique,
qui vient défendre l'homosexualité, ça, c'est pas courant et on voit pas ça tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arabe, etc., il a fait un travail sur lui-même et il a commencé à se débarrasser de tout ce qui est boulet, qui l'empêche d'avancer et de quitter sa prison. Merci. Alors, je vous propose de passer à une petite vidéo. Petite vidéo d'ailleurs qui montrera le type d'insultes qu'on peut encore vivre aujourd'hui, évidemment, par rapport à toute cette thématique sur laquelle nous parlons. Pour l'instant, place à la vidéo. On vous tue, on vous viole, on vous tabasse, on vous insulte. Quelqu'un qui a insulté sur un coup de nerf votre ami de sa risque quelque chose aujourd'hui. Ça négresse, ça noir. De négresse, espèce de sale noir, personne se touche même avec un bâton. Il a traité d'esclave, il a fait saigner, voilà son sang qui est par terre là. Alle negers. Mijn zus was bezig in de tuin. Ze was een beetje aan het spelen totdat ze de buurman zag plassen in onze tuin. Niet de mest in onze wc, niet in de tuin van mijn buren. Het stinkt er in de land. En als we bijvoorbeeld op reis gaan in de zomer, gooit hij veel vuilnis in onze tuin. Nu nog altijd, als hij bijvoorbeeld een sigaret heeft gerookt, gooit hij dan naar ons. Dus hij probeert altijd wel een beetje te provoceren, een beetje aandacht te zoeken. Er zijn 3 op 5 palen die er niet meer aan wel. Ik en mijn ouders, we houden niet van ruzie met de buren. Je moet altijd goed overeenkomen met de buren. Maar deze keer was het overdreven, dus we moesten er iets aan doen. Want het is niet de eerste keer en zal ook sowieso niet de laatste keer zijn. Ik heb een klacht gedaan bij de politie. Maar die hebben het geclasseerd onder burenruzie, niet echt racisme. Alle negers. Het stinkt. Il faut qu'on ait cette rage quand on s'aime. C'est ça qu'il faut. Il faut qu'on s'aime avec cette rage. Peu importe d'où on vient. C'est la seule chose, à tout jamais, qui pourra toujours nous unir. Alors nous reprenons maintenant avec cette deuxième partie de débat. Cette fois-ci, nous allons un peu réfléchir ensemble aux meilleures façons de lutter contre le racisme, de lutter contre les discriminations. Et nos deux invités ont justement carrément, eux, travaillé là-dessus. Je vais peut-être proposer à Hassan de présenter la fondation Ihsan Jarfi. La fondation Ihsan Jarfi, comme vous le savez, elle porte le nom d'Ihsan Jarfi, parce que Ihsan, mon fils, a été assassiné par 4 voyous parce qu'ils disent qu'ils n'acceptent pas son homosexualité. Ils l'ont tué pour ça. Mais ils l'ont tué de manière tellement violente qu'aujourd'hui, j'ai toujours l'impression que ça s'est passé hier et qu'ils ont brisé toute la famille brisée dans le sens propre du terme, même si on essaie de s'attacher les uns aux autres. Et c'est ce qui j'explique aussi ma présence ici. J'avais souhaité que ce fait-là ne soit pas oublié et j'avais demandé qu'un pavé rose soit indiqué là où il avait été enlevé. Et du coup, les gens, des personnes, vous savez, à Liège, il y a quand même des personnes qui sont très intelligentes, très humanistes. Et alors, ils ont décidé de créer la fondation avec moi. La fondation a pu avoir le jour avec 4 représentants des partis démocratiques et un représentant de l'université, du milieu de l'entreprise et bref, on est 12. Des institutions culturelles, 3 institutions culturelles. Une douzaine de personnes qui se réunissent une fois tous les trimestres pour savoir ce qu'on peut faire pour avoir de l'argent. Et cet argent doit servir à la lutte contre les discriminations et en particulier contre l'homophobie. Donc la Fondation a pour mission principale de lutter contre toutes les formes de discrimination, mais en particulier contre les discriminations qui sont motivées par des orientations sexuelles, voilà, quelles qu'elles soient, bien entendu. La Fondation donc a commencé par d'abord distribuer de l'argent à des associations qui militent dans ce sens-là, et puis après elle passe au premier rang pour devenir un militant de part entière
Et c'est ainsi que le refuge a été créé à Liège, où il reçoit des personnes qui sont victimes de leur orientation sexuelle et pour qui le coming out ne se passe pas très très bien. Puis un deuxième refuge, exactement encore à Liège, vient d'être créé parce que la demande est tellement forte. Et d'ailleurs, le 15 de ce mois-ci, nous avons une réunion avec tous les bénévoles qui travaillent pour le refuge pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec un jeu de rôle, comment est-ce qu'ils peuvent répondre à des questions une fois qu'ils sont sur le terrain. Par ailleurs, la Fondation va au-delà d'offrir un refuge à des personnes qui sont dans le désarroi, mais elle peut aider des personnes à changer leur identité, notamment en les accompagnant à la commune, avec des psychologues, etc., pour essayer de faire ce pas. Donc c'est encore au-delà de ce qui a été fait auparavant. Récemment, la Fondation vient d'obtenir... elle a gagné un procès en appel parce que nous avons une jeune Sénégalaise qui était lesbienne, qui avait quitté son pays à cause des discriminations et elle s'est vue donc déboutée lorsqu'elle a demandé une demande de protection internationale. La Fondation a fait appel et on a gagné. Hein, bon voilà, et elle vit très très bien avec sa copine qui était elle-même donc logée au refuge. Donc voilà un petit peu, la Fondation a d'autres projets, notamment la création d'une équipe de foot donc hétérogène, aussi bien garçons que des filles, parce que voilà les stéréotypes, un garçon ça joue au foot, une fille il faut qu'elle soit garçon pour jouer au foot. Ce n'est pas vrai, tout le monde peut jouer au foot, aussi bien garçon que fille, et on n'a pas besoin d'être différent pour le faire, donc on travaille dans ce sens-là. Comme on travaille aussi dans l'organisation des séminaires où il y a des véritables débats, par exemple l'homosexualité dans les religions, c'est ce qui s'est passé il y a 3 années qu'on avait organisé cette année-ci avec le confinement. On était un petit peu on avait les mains liées, mais maintenant on a quand même un agenda qui va revivre et on va commencer à continuer de travailler dans ce sens. Voilà en gros la Fondation et c'est grâce à l'équipe qui est dans le conseil d'administration que la Fondation a pu exister et qu'elle continue encore d'exister. Merci. Aurélie, tu veux bien nous présenter Belgian Entrepreneur? Bien sûr. Alors, Belgian Entrepreneur, l'aventure entrepreneur, elle a commencé en juin 2020. On se souvient tous de George Floyd et toutes les mobilisations qui ont eu lieu. L'idée d'entrepreneur, elle était venue un petit peu avant, pendant le confinement, avec une amie qui s'appelle donc Sarah Diderot-Jordao. On avait organisé un live pour envoyer beaucoup d'amour aux femmes noires qui étaient dans des situations compliquées pendant le confinement, parce que de base, subir la misogynie et le racisme, c'est pas rigolo, mais que beaucoup étaient confrontés à des problématiques aussi qui étaient induites par le Covid. J'ai en tête par exemple Bintou Touré, qui est membre de La Voix des Sans-Papiers, qui nous parlait de la difficulté en fait pour ces femmes-là de travailler, alors que maintenant les petits jobs en noir étaient limités, etc. Et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, et on avait fait une émission qui justement était censée parler de toutes ces questions-là et mettre en avant aussi des entreprises tenues par des femmes noires à qui on voulait faire un petit coucou en disant on vous oublie pas, on sait que c'est pas facile, et ceux qui regardent l'émission, pensez à soutenir leur commerce. Au lieu d'aller chez Carrefour qui fait des bénéfices tout le temps, pensez à aller acheter vos bouquins dans la librairie Baby Blues ou à commander que sais-je, il y avait plein de choses à faire. Et du coup, c'est un petit compte Instagram sur lequel justement je me disais ce serait bien de les retrouver facilement, de retrouver ces femmes, parce que moi c'est avant tout l'humain qui m'intéresse, c'est pas l'entreprise qu'elles portent, de connaître leur visage, d'humaniser un petit peu tout ce qui se passe derrière, et c'est comme ça donc que l'idée de la page Instagram est née, et très rapidement elle a connu un succès qui m'a surprise et dépassée, et rapidement je me suis dit ok, ça aide visiblement, c'est nécessaire, ça remplit beaucoup plus d'objectifs que ce que je pouvais penser. Le besoin de se voir dans des positions qui soient positives. On a parlé de l'invisibilisation dans les médias et à quel point l'image n'est pas toujours positive. On n'a pas toujours grandi avec des images positives dans les médias, parfois même dans les dessins animés. Et du coup, voir des images de femmes qui s'en sortent, qui font de belles choses, qui produisent, qui sont expertes dans leur domaine, c'était rafraîchissant, c'était vivifiant. Pour elles, ça les mettait en avant aussi, ça les valorisait dans leurs aventures du quotidien.
Donc voilà, je me rendais bien compte que ça répondait à plusieurs besoins. Je me suis dit, mais on peut aller plus loin encore. Et de là, j'ai organisé un market lors desquels j'ai dit à ces femmes, écoutez, sortez de votre trou, en fait, venez rencontrer les gens, montrez vos talents, échanger avec eux, parler. Et je me rappelle qu'à la fin de cette journée, enfin déjà certaines avaient vendu tout leur stock, tous leurs biens, tellement avant la fin de la journée qu'elles disaient, mais je ne pensais pas que ce que je produisais pouvait avoir un tel succès, un tel impact. Et merci. Et puis une est venue me trouver, une des entrepreneurs est venue me dire, merci pour une fois qu'on pense à nous. Et pour moi, c'était important parce que je travaille dans l'entrepreneuriat. Je vais beaucoup dans des conférences, beaucoup dans des activités. Et je ne les vois pas, ces femmes, en fait. Pourtant, elles existent, elles sont là. Certains milieux, notamment le milieu entrepreneurial, est vraiment majoritairement masculin. Et quand il est féminin, eh ben, il n'est pas toujours aussi varié qu'il pourrait l'être. Donc l'entrepreneur, c'est un réseau non mixte. Alors je sais qu'à non-mixité, ça hérisse parfois l'épaule de certaines personnes. Je tiens à dire que c'est un outil de lutte qui a toujours existé, que ce soit dans les luttes syndicales, que ce soit dans des questions, là pour des questions d'antiracisme. Et pourquoi est-ce que je dis antiraciste? Donc, comme je vous dis, c'est un système, et l'antiracisme, c'est le fait d'aller à l'encontre de ce système, c'est de développer des solutions qui permettent en fait d'effacer les effets de ce système. Un des effets, c'est l'invisibilisation. Donc, c'est un outil qui est limité dans le temps. Le but, c'est pas de rester entre nous tout le temps, comme ça, entre femmes noires, et de repousser les gens. Pas du tout, c'est juste un moyen d'être visible. On dit, il y a un proverbe africain qui dit, un doigt tout seul ne peut pas ramasser du sable, il faut une main entière. Et donc, en étant rassemblés, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est parce que justement, on s'est rassemblés, on est mobilisés, que on a une voix, qu'on peut se faire entendre. Et du coup, je reviendrai juste rapidement sur ce que j'ai pu dire plus tôt. Vous m'avez demandé si vous étiez noire. Je pense que, voilà, non. Si vous étiez une femme, vous ne seriez pas dans mon réseau. Parce que c'est vraiment aussi pour lutter contre des effets de négrophobie, en fait. Et vous subissez certainement des discriminations, mais qui sont différentes de la négrophobie, de tout ce qui est hérité de l'héritage colonial, de tout ce qui est accolé à l'image des personnes noires. Enfin, donc voilà. Je me suis un peu emballée. Hassan, qu'est-ce que tu veux rajouter? Je voudrais revendiquer mon statut de black par mon père, même si je ne le suis pas. C'est encore autre chose, l'identité, ce qu'on a reçu, un héritage, et c'est ça qui fait que je répète et que j'aime répéter, que c'est ça qui est beau dans l'humain, c'est qu'il y a plein de choses qui se mélangent et que malheureusement, le problème du racisme, ce n'est pas qu'une question individuelle, c'est aussi la manière dont la société nous voit, ce à quoi elle nous renvoie. Mais je pense qu'on partage le même rêve, c'est que tout ça disparaisse. Hein. Aurélie. Oui. Regarde, qu'est-ce que c'est un homosexuel? Pour moi, c'est une personne qui aime. Et après, pour certains, c'est un problème, sa façon d'aimer, mais pour moi, ça ne l'est pas. Est-ce qu'on voit qu'il est homosexuel? Moi, je ne suis pas là pour dire qui est... Mais je vais te répondre. Pas tous. Pas... Là, je suis tout à fait contre les catégories pour dire l'homosexuel. L'arabe, Laurence d'Arabie, quand il est parti, qu'est-ce qu'il a dit? L'arabe, il a une mentalité de belliqueux. C'est quelqu'un qui aime bien de discutailler, etc. Le black, il aime bien d'exécuter et de dire oui, maître, etc. Ce sont ces catégories-là que je refuse personnellement. Un homosexuel, c'est moi qui peut décider tout à l'heure d'avoir des relations avec qui je veux. Bien sûr. Donc, il n'y a pas de définition, il n'y a rien qui est définitoire pour l'homosexuel, pour le black, pour l'homme et pour la femme. Et c'est pour ça que j'ai dit une équipe de foot mixte, parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des muscles de je ne sais pas qui pour pouvoir jouer au foot. Tout le monde peut jouer. On est contre la catégorisation, d'où le fait que pour moi, les races, les discriminations, c'est le travail du taxonomiste et non pas du travail de tout le monde. Je peux juste rebondir une dernière fois? Oui, bien sûr, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Et à nouveau, je persiste, et c'est intéressant qu'on ait des opinions qui soient, je ne vais pas dire divergentes, mais qui aient des nuances différentes. Pour moi, ce n'est pas un problème d'appartenir à un groupe. On appartient tous à un groupe. Moi, j'appartiens au groupe des gens qui adorent les hamburgers, par exemple. J'adore les hamburgers, je peux manger plusieurs fois par semaine, j'adore ça. Voilà. Il y a des gens qui n'aiment pas. Le problème, c'est l'assignation, en fait. C'est-à-dire que comme j'aime les hamburgers, je vaux mieux que ceux qui ne les aiment pas. Pour moi, ce n'est pas le problème d'appartenir à un groupe, c'est l'assignation à ce groupe, de se dire que comme tu fais partie de ce groupe-là, tu es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et le but d'entrepreneur, c'est justement de dire, on fait tout. On fait des tapis, des tatouages, des gâteaux, des tissus, on fait tout. Et on les fait chacune différemment. Chacune apporte un petit peu de qui elles sont là-dedans. Sauf que
à cause de ce à quoi elles ressemblent, la société les a assignées à quelque chose. Et donc, et s'attend à certaines choses de leur part. Le fait de faire ce réseau, c'est de montrer que on est divers et variés, on n'est pas un bloc monolithique. Et donc, elles ont peut-être été assignées à ça, certaines le revendiquent, certaines aussi ne veulent pas apparaître sur ce réseau, et c'est un choix, un droit, même si c'est assez minoritaire. Et c'est pas mal non plus. Il n'y a pas d'obligation, en fait. Moi, j'ouvre un espace pour certaines personnes en disant, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu expérimenter, il n'y a pas une attention particulière qui est apportée aux besoins que vous pouvez avoir, et je tiens à y répondre. Et ça ne vous définit en rien dans vos talents. Ça ne vous définit en rien dans votre potentiel. Ce qui vous définit, c'est la manière dont vous êtes vu et qui, malheureusement, en fait, parfois, s'accompagne de boulets à se traîner. J'espère juste aider un petit peu à lever ces boulets et à rendre leur quotidien un peu plus léger. Ok, merci beaucoup en tout cas pour tous ces échanges et surtout. Si vous voulez. Ah oui, ça je vois. Je suis arabe, donc je suis belliqueux, je peux continuer. Ah, ça, j'aime pas trop les assignations. Les clichés. Bref, en fait, je voulais aussi vous remercier vraiment l'un comme l'autre pour le travail que vous réalisez concrètement en fait sur le terrain par rapport à cela. Et je pense qu'en tant que politique, c'est aussi important que je rappelle certaines mesures prises. Je pense que, allez, on pourrait par exemple citer la mise en place d'un plan interfédéral de lutte contre le racisme, grâce notamment au travail réalisé par la coalition NAPAR. Je pense aussi que c'est important de dire que le travail réalisé au sein des assises de lutte contre le racisme au niveau du Parlement bruxellois, c'est aussi une initiative qui va faire avancer les choses. Je pense que aussi un ministre comme Christophe Collignon qui travaille sur la discrimination au logement au niveau de la Wallonie en mettant en place des contrôles mystères, c'est aussi un pas pour améliorer les choses. Je pense aussi que quand Patricia von der Leyen décide de lancer un grand plan contre le racisme, de lutte contre le racisme au niveau européen, ce sont aussi des éléments, mais vous le savez, il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer, et donc je voulais vous demander un petit peu votre avis sur ce qu'on pourrait encore faire, parce que, par exemple, la ministre Caroline Désir a lancé tout un travail au niveau de l'éducation. Est-ce qu'au niveau de l'enseignement, c'est une piste qui vous semble intéressante à travailler pour, justement, lutter contre les discriminations? Qui commence? Hassan. Bon, merci. Tout à l'heure, je n'ai pas remercié Madame la ministre Christine Montréal, parce qu'elle nous a donné un fameux coup de main pour notre fondation. Monsieur... Allez, son nom. Le bourgmestre d'Herstal. J'ai un trou de mémoire. Frédéric Dardenne. Merci. Pourtant, j'adore les frères Dardenne. Ils sont dans le conseil d'administration de la fondation. Et j'ai travaillé avec eux dans le film pendant 5 mois. Monsieur Frédéric Dardenne est venu rendre visite à la fondation comme Madame la ministre Christine Montréal, et ils nous ont donné aussi un sacré coup de main. Je reviens à l'enseignement. Vous savez, les one-shots, ça peut avoir un effet, une intervention dans une école, ça peut avoir un effet de faire vibrer les choses, mais comme une petite secousse, et le lendemain, les choses reprennent leur place et on continue comme si de rien n'était. Mais par contre, un travail pédagogique, comme la pédagogie du projet par exemple, qu'on peut commencer à une certaine année et continuer à suivre les élèves jusqu'à une telle année, par exemple commencer en première année et terminer en 6e année, de suivre l'évolution des choses, d'avoir des élèves relais dans le sein de l'établissement, ça pourrait apporter ses fruits, plutôt que d'aller faire un bouche-trou, one-shot, partir et c'est oublié. Merci Hassan. Et toi Aurélie, par rapport justement à ce qu'on pourrait mettre en place comme autres idées, et particulièrement, est-ce qu'au niveau de l'enseignement, on en fait déjà assez ou pas? On n'en fait jamais assez quand il s'agit de discrimination. Donc clairement, l'enseignement c'est important, et il y a une phrase qui en fait une expression américaine ou anglaise, je sais pas, qui dit « teach them young ». C'est des valeurs avec lesquelles ils vont grandir en fait. Et je pense que c'est Frédéric Douglas qui disait que c'est beaucoup plus compliqué de rafistoler un adulte blessé que de faire grandir en fait un enfant avec des valeurs fortes. Donc clairement c'est important, c'est nécessaire. Est-ce qu'on en fait assez? Je dirais toujours que non. En plus il y a tellement, je pense, de points à évoquer. Enfin,
Pour moi, les questions LGBTQIA+, c'est très important aussi. L'homophobie, c'est vraiment c'est un vrai fléau. Le racisme, bien évidemment, la misogynie. Et du coup, en fait, la misogynie, il y a beaucoup de choses qui font partie de ça. La culture du viol, etc., qui font qu'au final, on évolue vers des féminicides et vers des choses qui... Enfin, les discriminations, ça coûte des vies. Et c'est pas toujours que dans l'extrême. Parfois, ça brise des vies dans une mauvaise prise en charge. Le syndrome méditerranéen dans les hôpitaux, le fait d'estimer que certaines populations exagèrent leur douleur et qu'elles n'ont pas si mal et que chez eux, de toute façon, ils font toujours beaucoup de bruit et que ça brise des vies. Ça crée des manques de confiance. Il y a une charge mentale, une charge raciale qui se fait par rapport à ça. Il y a une méfiance. Et en fait, comment est-ce qu'on devient un individu qui a foi dans les institutions, dans l'État, dans la loi, dans la justice, dans ses concitoyens, si on est dans un état de détresse ou d'inquiétude systématique et permanente. Donc, tant qu'il y a la moindre discrimination, en fait, il y a du travail à faire. Donc je prends bonne note dans les idées que vous amenez, c'est que vraiment au niveau de l'enseignement, c'est un travail sur le long terme dans le cadre notamment de la pédagogie par projet, que par rapport au milieu hospitalier, pourquoi pas pour lutter contre le syndrome méditerranéen ou en tout cas les ravages que cela peut causer, travailler sur les programmes des futurs médecins, enfin en tout cas du futur personnel médical pour justement briser tous les préjugés raciaux systémiques. Et c'est vrai que j'insiste beaucoup là-dessus, mais je pense que c'est important de se voir représenté à tous les échelons de la société. Moi, je suis députée wallonne depuis 2004 et j'ai été la seule députée noire pendant 15 ans. D'autres collègues m'ont rejoint depuis peu, depuis 2019. Et là, je pense aussi que c'est important de faire bouger les lignes. Mais je vais vous laisser le mot de la fin parce qu'on va devoir tout doucement laisser nos spectateurs retourner à leurs occupations. Donc, je vous propose peut-être de conclure. Aurélie, tu commences pour le mot de la fin. Pour le mot de la fin, je ne peux pas vite rebondir sur ce que tu viens de dire. Oui, tu peux rebondir et faire le mot de la fin. Avec le mot de la fin, ça va. Par rapport à la représentation, c'est important parce que du coup, ça ouvre le champ des possibles. Les discriminations, c'est aussi le fait de limiter les personnes en fait dans leur potentiel effectif, mais aussi dans leur potentiel d'imagination. Il y a sur Entrepreneur, par exemple, j'ai il n'y a pas longtemps posté le profil d'une femme gynécologue. Et en fait, certaines m'ont dit, je ne pensais même pas qu'il y en avait en Belgique, une femme noire gynécologue. Ça ne veut pas dire spécialement qu'elles en cherchaient, mais juste de se dire, ça existe. Moi, il y a une femme qui me fascine, qui est d'une simplicité incroyable, c'est Fatoumata Kébé, qui est une astronome française. Et je me dis, en fait, on a besoin de voir qu'on peut tout faire. Parce que ça met aussi en confiance les personnes d'en face de se dire, c'est pas la première, ce sera pas la dernière, et elles peuvent le faire aussi. C'est un peu ouvrir la voie. Clairement, il y a la référence à Amandine Gay et son documentaire, mais on est aussi dans du concret, en fait. On est dans de l'affirmation, de se dire, humainement, je suis plein, ou pleine, je suis complète, je ne vaux pas moins, je peux faire autant, je vais avoir plus, peut-être, à partir du moment où j'ai les mêmes chances que tout le monde. Mon mot de la fin, ce serait de voir l'humain. De voir l'humain, de voir la capacité de tendre la main, de s'écouter, mais aussi de s'éduquer sur ce que les gens peuvent vivre, sur les réalités du monde. C'est de se décentrer aussi. Parfois, c'est compliqué d'aborder les questions de discrimination, etc., parce qu'on peut se rendre compte que d'une manière ou d'une autre, on en bénéficie, que ce soit à distance ou de près, et de se dire qu'en fait, it's not about you, c'est pas une affaire de personne, c'est pas une affaire d'ego, c'est une affaire d'avancée collective. Merci pour ce mot de la fin. Hassan, le mot de la fin, la conclusion? La conclusion, la seule identité qui peut me limiter, c'est l'identité administrative. La seule. Si je dis que je suis arabe, les Arabes, ils ont fait beaucoup d'esclaves, ils sont contre les Juifs, et je commence à fouiller, je ne sais pas si arabe que ça, je suis berbère, et dans le village de mon père, ça porte le nom, c'est Toucha, d'origine juive. Donc il faut étudier, il faut analyser, il faut approfondir pour se libérer. Et laissez-moi un petit peu changer, c'est ma liberté. Hétéro, homo, bi, tout ce que vous voulez, ça ne vous regarde pas. Arabe, berbère, juif, machin, ça ne vous regarde pas.
On est là pour vivre ensemble et pour s'accepter. Et libre à chacun de changer. La liberté est là et la vie est là. Pourquoi nous enfermer? Sur ces belles paroles pour une société plus inclusive, plus solidaire, plus égalitaire, je vous propose alors de nous retrouver pour la prochaine séance dans quelques jours déjà, je pense, dès la semaine prochaine, il me semble. Et je vous remercie vraiment à toutes et à tous pour votre présence. Merci aussi pour les questions. Je n'ai pas pu rebondir sur toutes les questions reçues, mais le travail continue, rassurez-vous.